Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cultura.net, une toute nouvelle émission. Cette émission se voudra multiculturelle, divertissante et interactive à la fois. Nous allons vous parler de l'actualité de la toile en Corse et sur le net. Vous pourrez réagir et voir tous les reportages en intégralité sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'émission. Je vous invite tout de suite à regarder le sommaire de cette première émission. En première partie d'émission, nous parlerons de théâtre d'improvisation avec la troupe de théâtre des Zinzi. En seconde partie, nous recevons Jean-Philippe Bidot pour nous parler de triathlon et nous aurons aussi Doumé Monti pour sa chronique web. Et pour terminer, nous recevons Michel-Édouard Nigaglione qui nous parlera des peintres actifs en Corse. Vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse en cliquant sur la vidéo de gauche ou tout simplement regarder la vidéo en intégralité qui commence maintenant. Pour cette première émission, nous allons parler de théâtre, mais pas n'importe quelle sorte de théâtre. Nous allons parler du théâtre d'improvisation. Pour cela, je reçois Jean-Charles. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Et je reçois aussi Jérémy. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, je devrais dire plutôt nous reçoivent, car l'émission est tournée en direct du local L'Aquarium, de la salle de répétition des Indes. Alors Jérémy, rassure-moi, il y a un peu de travail aussi dans le théâtre d'improvisation. Absolument pas. En fait, on vient tous les jeudis soirs, on se bourre la gueule et on passe un bon moment tous ensemble. Non, plus sérieusement, bien sûr, il y a du travail. Il y a surtout un travail d'équipe avant tout, c'est-à-dire qu'on essaie tous les jeudis soirs, donc pour les répétitions, d'essayer de former des équipes, des gens qui s'amusent ensemble, qui rigolent et qui deviennent au fur et à mesure des années plus des amis que des comédiens juste venus répéter. Alors justement, Jean-Charles, depuis quand existe la troupe des Indes ? Alors les Inzi existent depuis 1999 et officiellement depuis 2002, donc ça fait un petit peu d'années. On arrive sur la décennie bien tassée, donc on arrive à 14 ans d'improvisation. Et pourquoi alors avoir voulu implanter une troupe d'improvisation en Corse ? Pourquoi en Corse ? Eh bien c'était un domaine qui n'était pas connu du tout sur la Corse. Les Inzi représentent quand même la première troupe d'improvisation officielle sur la Haute-Corse et la Corse du Sud. C'était quelque chose qui manquait puisque sur le continent, on a beaucoup de troupes qui se développent à travers les universités et autres. Et puis, c'était un moyen de rendre accessible le théâtre à beaucoup de personnes. Voilà. Alors Jérémy, justement, comment se déroule la préparation entre théâtre classique et théâtre d'improvisation, la préparation d'un spectacle ? Alors la préparation d'un spectacle, elle est un petit peu différente quand vous préparez un spectacle d'improvisation et un spectacle, je dirais, de théâtre classique. Déjà, théâtre classique, vous avez un support de texte. Donc le premier travail à faire, c'est d'apprendre un texte et ensuite de faire des répétitions durant l'année pour arriver à une mise en scène calée avec un jeu qui est calé. Sur un spectacle d'improvisation, c'est très différent. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer pendant toute l'année de travailler avec des équipes. Des gens qui vont bien s'entendre ensemble pour que quand on va faire le spectacle, les gens puissent improviser, se faire confiance, rire, s'amuser, partager tout ça avec le public, qui est une bonne ambiance générale. Voilà. On regarde tout de suite un extrait de votre dernier spectacle. La pente est grande, la pente est rude, la pente est longue, mais... Vas-y. Je vais te lâcher Ludovic, hein ? Ça me fait peur, Ludovic. T'as des fausses prothèses. Comment ça, je mets une fausse prothèse ? T'as pas mis tes prothèses au niveau des chevilles. On m'avait dit qu'on ne les lisait pas. Oh mon Dieu, Ludovic, non. Ça jette pas. Non. Monsieur Chang, bonsoir, Monsieur Chang. Et bonsoir, ça va? Monsieur Chang, bonsoir. pertinent de passer. Alors, nous l'avons mis bien longtemps au frigo pour le laisser refroidir. Voilà. À partir de ce moment-là, nous allons pouvoir faire une bonne soupe chaude. Ah, très bien. Je rentre directement dans la marmite. C'est ça. Entrez dans la marmite. Voilà. Ouh, elle est bonne, hein? Oh, elle est chaude. Oh là là, comme elle est bonne.
Alors, comme vous avez pu le voir sur cet extrait du dernier spectacle Trio, Jérémy, il y a donc là le spectacle A3, mais il y a aussi des matchs, des vrais matchs d'improvisation comme une compétition. Exactement. Alors la différence entre ce qu'on vient de voir là à l'instant, c'est que dans un match d'improvisation, on forme 2 équipes avec 4 ou 6 improvisateurs. Il y a un maître de cérémonie qui va organiser tout ça, et en fait au début du spectacle, le public aura écrit des thèmes sur des petits papiers qui seront tirés au sort pendant le match. Les équipes vont s'affronter selon ces thèmes, et à la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qu'il a préférée. Alors Jean-Charles, justement, cette interaction avec le public, c'est ce qui attire les foules dans les salles? Énormément, parce que c'est très frais, ça monopolise l'attention du public à chaque instant. Il se passe toujours quelque chose, et pour ça, le théâtre à improvisation est très 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 accessible à tout le monde, que ce soit les enfants comme les plus âgés. Et pour ça, c'est ce qui nous donne une grande popularité au sein de l'île. Et Jérémy, justement, si on veut s'inscrire au Théâtre des Indes, comment on fait? Alors on peut venir déjà à l'Aquarium, donc le lieu où nous sommes aujourd'hui, qui se trouve avenue Émile Sarri, pour venir voir comment se passent les cours. On a des cours le lundi soir et le jeudi soir, donc les cours de texte sont le lundi soir et les cours d'improvisation le jeudi soir. Ou alors il suffit de tout simplement nous appeler sur le numéro qu'on peut trouver notamment sur notre page Facebook, sur notre page Twitter ou sur notre blog. Voilà. Alors maintenant, nous allons tout de suite passer à la rubrique sport avec Jean-Philippe Bidot qui va nous parler de triathlon, et je reçois aussi Doumé Monti pour sa chronique web. Maintenant, nous allons parler de sport, et pour une fois, pas de football. Nous allons parler d'un sport très méconnu et très difficile. Pourtant, je veux parler de triathlon, et pour cela, je reçois Jean-Philippe Bidot. Jean-Philippe Bidot, bonjour. Bonjour. Et je reçois aussi Doumé Monti pour nous parler d'une toute autre chose, de sa chronique web. Bonjour. Alors Jean-Philippe Bidot, tu fais partie du TBN, c'est quoi le TBN? Alors le TBN, c'est le Team Bastia Natation, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2003 donc par le président Thierry Mourali, et qui compte aujourd'hui à peu près 400 licenciés, donc dans tout sport confondu, c'est-à-dire bébé nageur, club compétition, et notamment la section triathlon qui a été créée il y a 3 ans. Alors Jean-Philippe, justement, qu'est-ce que c'est le triathlon? Alors le triathlon, c'est 3 sports à enchaîner, donc ça reste pas un sport facile. Donc il y a la natation, donc on commence par la natation, on enchaîne par le VTT ou le vélo de route, et on finit par la course à pied. Voilà. Alors justement, est-ce que la Corse, pour une fois, a les infrastructures nécessaires à ce sport? Ah, tout à fait. Alors on peut pas mieux tomber que chez nous, parce qu'on a un terrain de jeu extraordinaire. Donc on a aussi bien de la montagne que des lacs, que la mer, tout y est pour ce sport. Franchement, il n'y a rien à dire. Et quelles sont les principales difficultés de ce sport? Les difficultés, c'est d'enchaîner 3 sports complètement différents. Il faut être bon dans chaque sport, aussi bien en natation qu'en vélo qu'en course à pied. Et le but, c'est d'aller très vite, surtout dans les transitions. Et c'est la principale difficulté. Et justement, tu nous parles de transition, mais est-ce qu'il y a un ordre prédéfini, ou est-ce que ça change selon les courses ou pas? C'est toujours le même ordre. On commence toujours par la natation. En général, on fait 750 mètres à 1500 mètres de natation en fonction du format. Ensuite, on enchaîne le VTT, donc ou le vélo de route, ça dépend du format de là où on se trouve. Donc il y a à peu près entre 20 et 40 de vélo route ou VTT, hein, ça dépend. Et ensuite, on termine par 5 à 10 km de course à pied. Voilà. Et on regarde tout de suite quelques images de la dernière course qui a eu lieu à Porto Vecchio. Start time, duration and repeats. Start time, duration and repeats.
Alors justement, sur ces images de Porto Vecchio, parlez-nous un peu de cette course. Ah bah écoutez, c'était une des courses les plus belles puisque moi ça fait 3 ans que je fais du triathlon donc et j'ai terminé 7e sur cette course. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. Ça s'est super bien passé dans un cadre magnifique donc à Porto Vecchio. Je pense que c'est un des plus jolis avec Portici et donc ça s'est super bien passé. J'ai bien nagé. Je suis sorti, j'ai fait une belle course de vélo où j'ai remonté quelques triathlètes et en course à pied j'en ai doublé 3 pour finir 7e au finish. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner l'année prochaine. Et est-ce que vous avez un objectif? Est-ce qu'un jour vous rêverez de faire un Ironman? Tout à fait. Je pense que c'est dans le coin de ma tête depuis que j'ai commencé le triathlon. Il faut savoir aussi une chose, pour faire un Ironman, il faut se préparer longuement. Ça représente, pour être dans de bonnes conditions, minimum 12 heures par semaine. Sur 10 mois d'efforts, donc d'entraînement sur les 3 sports. Donc c'est un minimum et je pense à progressivement y arriver dans quelques années. Ce serait vraiment une grande satisfaction pour moi. Alors merci Jean-Phi de nous avoir parlé du triathlon. Merci à toi. Alors je t'invite à rester avec nous tout de suite pour la chronique web de Doumé Monti. Doumé Monti, bonjour. Bonjour. Donc niveau chronique web, j'ai envie de parler pour cette première chronique des vidéos humoristiques sur le web, mais insulaires. C'est-à-dire que niveau vidéo humoristique, on a commencé dans les années 90 avec la bande Die Sturti sur France 3 Corse et le fameux Guy Cimino qui a créé le Teatrino. Et dans ces vidéos, c'était surtout des parodies d'émissions qu'on connaît tous, comme par exemple une émission sportive qui est Fort Boyard, qui est très sportive, et dont on va voir un extrait tout de suite. Fattosa, putain! Chéri. Ultima prova e ultima chiave. Tocca poi Domenico e vi giurerà un soffio da manto per trovare la chiave che gli è sott'acqua. Sott'acqua? Torna a me. Tocca poi, andate. Andate Domenico. Che dici 8 metri? Duppa di un naso, duppa di un naso. Duppa di un naso. No, ma aspetta, non sono mica nudato. Tu a sotto. Se ti parla dietro. Dopo un naso, dopo un naso. Mentre ti parla dietro, non sono mica nudato. Allez, Doumé! Allez, Doumé! Allez, Doumé! Allez, Doumé! Oh, me! Allez, Doumé! Oh, Doumé! Oh, è passato. Non si vede più, guarda! Allora faccia apposta! Millo! Mi! Poi cosa interessante voleva! Pare morto. Alors Doumé, maintenant tu vas nous parler d'un petit peu plus récent avec Pido, je crois. Oui, Pido. Et Pido, d'ailleurs, alias Eric Fratici, il y avait commencé avec la bande Die Sturti. On peut le voir sur quelques vidéos. Et donc, plus tard, il s'est mis avec Etsek pour nous faire des beaux spectacles humoristiques. Et d'ailleurs, ces vidéos sont sur le web désormais, sont accessibles en replay aussi, et font énormément de succès. C'est-à-dire qu'il y a entre 90 000 et 100 000 vues pour beaucoup de vidéos. Donc, je vous propose un extrait aussi d'une actualité récente, c'est-à-dire le derby corse qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, mais en humour. Vous êtes plein de crédit, ouais. Tu pas qu'à on dirait la Côte d'Azur, hein, oh. Ouais. Bastia, on dirait Naples. Bon, bien sûr. Très beau, oui. Très beau, ouais. Bien sûr. Ouais. Oh. Nous, on a un casino. Ouais. Et nous, on a un Super U. Nous, n'empêche, en ville, on a un théâtre, un vrai théâtre fait exprès. Ouais, c'est bien. Nous, on a de belles plages en ville. Ouais. Nous, on a un tunnel en ville. Tu iras te baigner dans le tunnel. Tu iras passer avec les voitures sur le sable. Alors Doumé, je crois que tu voulais nous parler d'autres vidéos qui sont encore plus récente, tu voulais nous parler de podcast. Oui, le podcast, c'est très connu sur le continent et ça fait beaucoup de succès avec des jeunes comme Cyprien et Norman qui font des podcasts. Et ça arrive ici avec des jeunes aussi qui s'y sont mis avec plus ou moins de réussite.
Et tu voulais aussi nous parler du dernier phénomène à la mode, le Harlem Shake. Oui, le Harlem Shake, c'est un phénomène mondial. Il y a énormément de vidéos. Il y en a 50 000 qui ont été postées en quelques jours sur la plateforme YouTube. Là aussi, c'est arrivé en Corse avec plus ou moins de succès. Et je vous propose de découvrir ce que nous, on a fait au niveau de DMTV avec ce Harlem Shake. Con los terroristas. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Dégage-moi de là, tu vas pas, petit ridicule, dégage-moi. Alors merci Doumé pour ta chronique web. Merci à vous. Merci Jean-Philippe d'être venu sur le plateau de Culturanet. Ça a été un plaisir, merci à vous. Nous allons passer tout de suite à la chronique de Françoise Fanti. Après avoir parlé de la toile internet avec Doumé Monti, nous allons parler de peinture avec Françoise Fanti. Françoise Fanti, bonjour. Bonjour Cyril. Aujourd'hui dans Culturanet, nous recevons Michel-Édouard Nigaglione qui, à travers son ouvrage, nous expose une nouvelle vision de la société et des siècles artistiques passés en Corse. Alors Michel-Édouard Nigaglione, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art, directeur du patrimoine de la ville de Bastia, conservateur délégué des antiquités et objets d'art du département de la Haute-Corse, ainsi que l'auteur de l'encyclopédie chronologique des peintres, dessinateurs, graveurs actifs en Corse, des origines à la fin du XIXe siècle, paru aux éditions Alain Piazzolla. Aujourd'hui, il n'est pas question de vous faire une palette des œuvres d'art comprises dans l'ouvrage de Michel-Édouard Nigaglione, mais plutôt de vous en proposer un léger aperçu. Et comme il s'agit de la première émission, Cyril, je me suis dit qu'il serait peut-être approprié de faire une interview première. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est une très bonne idée. Très bien. D'abord, je vous propose de voir les premières pages de l'ouvrage de Michel-Édouard Nigaglione qui évoque l'époque baroque située entre 1620 et 1690. Michel-Édouard Nigaglione, comme nous venons de le voir dans la première page de votre encyclopédie, vous évoquez d'ores et déjà la notion de peintre actif en Corse. Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition ? Oui, les peintres actifs, pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'intéresse au phénomène de la peinture en Corse. Donc, ce sont des peintres corses qui travaillent en Corse, mais il est intéressant aussi d'étudier les peintres qui viennent de l'extérieur de l'île et qui sont actifs à l'intérieur de l'île. Voilà, donc c'est pour ça cette notion de peintre actif en Corse. D'accord. Et finalement, à quand remonte votre première recherche pour cet ouvrage ? Quel a été le premier déclic qui vous a poussé à engager ces recherches-là ? Ce sont mes études universitaires en fait. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Je me suis spécialisé dans la peinture baroque européenne. Et quand je me suis réinstallé dans l'île, j'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris au cours de mes études universitaires sur le domaine fermé de l'île. C'est vrai que c'est un espace clos, on est dans un petit espace, peut-être ni trop petit ni trop grand. Est-ce que vous vous attendiez finalement à faire de telles découvertes finalement qu'on retrouve 400 pages dans votre ouvrage ? Non, pas du tout. En fait, ça a été quand même une surprise. La Corse, au niveau de l'histoire de l'art, c'est un domaine d'intervention idéal. C'est ni trop grand, ni trop petit. Donc, un seul chercheur peut arriver à peu près à maîtriser l'ensemble du territoire insulaire. Et quand même, je suis le premier surpris de l'ampleur de ce que j'ai découvert, parce qu'en fait, au départ de mes études, de mes recherches, on pensait qu'il n'y avait pas de peintre actif en Corse et que toutes les œuvres d'art que l'on trouve dans nos maisons et dans nos églises étaient des commandes et étaient importées soit du continent français, soit du continent italien. Et en fait, la réalité est tout à fait différente. 80% des œuvres que l'on trouve en Corse, si je ne m'abuse, ont été faites sur place, in situ, sur l'île finalement. Tout à fait. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que la Corse est un territoire dans lequel il y a un milieu artistique. Au niveau de la société, on sait ce que sont des artistes et avec tout ce qui
qui contribuent à enrichir la culture localement. Et si je vous demande la première découverte qui vous a donné envie de continuer ? Alors peut-être on va parler de la plus ancienne, du jalon numéro 1 de la peinture en Corse. Ce sont les fresques que l'on peut voir dans l'église Notre-Dame-des-Neiges de Brando. Ce sont des fresques qui sont signées et datées de 1386. Donc voilà, les Corses ne sont pas très conservateurs. On a refait, recrépi, démoli, reconstruit nos édifices religieux. Donc des édifices médiévaux, il y en a beaucoup moins que ceux qu'on en a fait. Et avec des peintures signées datées, c'est devenu maintenant très rare. Et celles de Brando, 1386, sont les plus anciennes actuellement conservées dans l'île. Et est-ce que justement c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que peut-être la Corse était d'une richesse artistique insoupçonnée finalement ? C'est plutôt en dépouillant les archives, parce que j'ai passé de nombreuses heures dans les archives départementales où j'ai étudié beaucoup de documents du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et c'est là où on est en fait frappé par l'abondance des matériaux qui alimentent la recherche de l'historien de l'art. Et il y a vraiment beaucoup de choses dans nos archives qui sont en fait le reflet d'une vie culturelle et artistique assez intense. D'accord. Et si je vous demande la première période et le premier artiste auquel vous pensez là maintenant, vous me répondriez ? Mon goût personnel va vers le baroque, forcément. Donc, comme j'étais un spécialiste du baroque européen, donc j'ai été particulièrement ravi de voir que il y avait des artistes dans ma région à la période baroque. Et j'ai un petit faible pour un peintre qui est pas d'origine corse, qui est venu en Corse, c'est Marcantonio De Santis. C'est un Napolitain qui a débarqué en Corse vers 1647 et il a épousé une femme corse, donc il est resté dans sa région d'adoption. Et c'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement romanesque, qui commence à être bien cerné parce que j'ai trouvé énormément de documents d'archives sur sa vie. Et c'est tellement riche et foisonnant qu'au départ je croyais qu'ils étaient trois, parce qu'il y a trois types de documents. Des fois on parle du pittore et Marcantonio De Santis, des fois on parle du prêtre Marcantonio De Santis et des fois on parle du lieutenant Marcantonio De Santis. Alors j'ai commencé à me demander pourquoi trois personnes à la même époque portaient le même nom, et en fait je me suis aperçu que c'est le même artiste qui, devenu veuf, est rentré dans les ordres. Donc il est devenu prêtre, et puis il a une vie assez, chaotique. Il a eu un enfant illégitime avec une cousine de sa première épouse, et donc il a fini par demander à l'évêque de renoncer à ses vœux, et il est revenu à la vie civile. Il a épousé cette femme, il lui a fait encore d'autres enfants, et comme c'était un notable bastier, il a été intégré à la milice municipale avec le grade de lieutenant. Voilà. Donc trois types de documents qui en fait parlent d'une seule et même personne. C'est étonnant à propos parce que j'ai lu dans votre livre et notamment dans les textes que vous définissez le baroque d'art, je cite, exubérant, théâtral, ostentatoire et imposant. Finalement, pour la première fois, vous proposez une nouvelle vision de la société corse avec une activité artistique intense. On sort un quelque peu de ces clichés du corse que l'on considère toujours bandit, rustre ou aux pratiques simples. Au moment justement où l'actualité de l'île est assez noire, est-ce que c'est une coïncidence de sortir votre ouvrage maintenant ou pas du tout ? Oui, c'est une coïncidence parce qu'en fait, ce sont des recherches que j'ai commencées il y a 18 ans. Donc, je suis arrivé à un moment où la somme des informations accumulées était suffisante pour publier un ouvrage conséquent sur le sujet. Maintenant, c'est vrai que ce domaine très particulier de la recherche
permet de tordre le cou à des idées reçues et en fait nous donne une vision qui est la réalité, une réalité qui était tombée dans l'oubli, ne serait-ce que la façon dont les Corses de l'époque étaient habillés. Il suffit de voir beaucoup de tableaux d'églises du XVIIe ou du XVIe siècle où il y a des donateurs représentés sur le portrait des donateurs représentés au bas de la toile, et ça nous permet de voir en fait les costumes de ces notables qui sont en fait des bourgeois habillés exactement comme on l'était à Gênes à la même époque, avec des robes en damas, des broderies de fil d'or, des dentelles. Les hommes sont pas forcément habillés en noir, ils ont des couleurs. Donc ça nous donne une image de la société corse qui est la réalité, et qui n'est pas la réalité qu'on a voulu nous transmettre à travers les écrits du 19e siècle et des écrivains romantiques comme Prosper Mérimée. Il ne faut pas imaginer que toutes les femmes corses s'habillaient en noir, marchaient pieds nus avec une cruche sur la tête. Voilà. Ainsi, vous nous démontrez que la Corse est un foyer artistique intense, mais tout autant méconnu. Le mythe insulaire primitif, je dirais, semble repousser un petit peu grâce à votre ouvrage actuellement. Et vous nous montrez que la Corse possède elle aussi une richesse culturelle au-delà de tous les clichés véhiculés, comme quoi il y a toujours un rayon de soleil dans un ciel d'orage. Alors merci Michel-Édouard Négaglione, merci d'être venu, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève cette émission. N'oubliez pas de la partager sur la page Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. Au revoir.